Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 15 juillet. Dernière semaine pour le Tour de France qui s'achève dimanche par un contre-la-montre final inédit au départ de Monaco. Nous rejoindrons Christophe Pacaud à Gruissant dans l'Aude pour faire le point. Et puis nous vous emmènerons en mer pour une immersion dans les profondeurs de la Méditerranée pour admirer sa beauté avec les plongeurs de l'Académie de la mer. Et quand les établissements hôteliers s'engagent pour la protection de l'environnement, le Columbus Monte-Carlo multiplie les actions en ce sens. Exemple ce soir avec des uniformes éco-responsables. Nous irons rejoindre ensuite Pierre Debat, directeur des Petits Chanteurs de Monaco, au Canada, où le chœur monégasque est actuellement en tournée. Et enfin, c'est un concept qui plaît et qui rythme nos étés dans une ambiance guinguette. Retour ce soir sur l'apéro des Frenchies qui a animé le marché de la Condamine le 14 juillet. Mais avant de développer ces titres, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a adressé aujourd'hui une dépêche officielle au président des États-Unis Joe Biden suite à la tentative d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump en Pennsylvanie. Le prince souverain précise dans cette dépêche en anglais que la violence politique est absolument inacceptable et n'a pas sa place dans nos sociétés. Il souhaite également un prompt rétablissement à Donald Trump avant d'adresser ses plus sincères condoléances à la famille de la victime qui a perdu la vie samedi. Dans le reste de l'actualité, comme chaque année, l'ambassade de France à Monaco a célébré la fête nationale française sur les terrasses du Soleil. Entouré de nombreuses personnalités, Jean d'Aussonville a offert la traditionnelle réception, sa première en tant qu'ambassadeur de France en principauté. Les relations franco-monégasques, ces liens d'amitié, de proximité qui existent entre les deux pays ont été mises à l'honneur lors de cette réception. L'occasion de vous rappeler que l'interview de Jean d'Aussonville, qui était notre invité dans notre édition de dimanche, est à retrouver sur notre site internet. L'amitié franco-monégasque se traduit également par le sport. 90 ans donc après le premier contre-la-montre et 15 ans après avoir accueilli le grand départ du Tour de France. La principauté sera cette fois le théâtre du contre-la-montre final entre Monaco et Nice. L'épreuve qui déterminera le vainqueur de cette 111e édition aura lieu ce dimanche. Mais il y a encore des étapes dans cette grande boucle avant d'arriver sur la Côte d'Azur. Ce lundi était synonyme de repos pour les coureurs. L'occasion de faire le point avec Christophe Pacaud qui nous attend du côté de Gruissant. Bonsoir Christophe. Bonsoir Émilie Rousseau. C'est une journée de repos, mais est-ce qu'elle est vraiment de tout repos pour les coureurs et leurs équipes, Christophe? Eh non, il faut rouler, c'est impératif. Après 2 semaines à haute intensité, il faut toujours garder cette énergie pour attaquer la plus dure des semaines, la 3e semaine, la semaine décisive. Décisive parce que c'est tout simplement la dernière semaine de compétition, Christophe. Et a priori, sur le papier, sur le dessin voulu par les organisateurs, c'est la plus compliquée, la plus délicate, la plus difficile au-dessus de Monaco. On va monter sur Isola 2000, on va monter sur la Couillole et bien sûr ce dernier contre-la-montre dimanche prochain entre Monaco et Nice, qu'on souhaite tous, bien sûr, de nos observateurs, décisif. C'est très très long, il reste 5 étapes, dont 3 étapes qui peuvent faire vraiment la différence. Pogačar mène ce Tour de France, Christophe. Vingegaard est à 3 minutes 09 du Slovène. Est-ce que cela peut encore bouger? Si ça bouge, c'est qu'il y aura un jour sans pour Pogačar, qui a montré, franchement, depuis 2 semaines qu'il était le grand bonhomme après avoir gagné le Giro. Il veut absolument remporter son 3e Tour de France. Vingegaard en a 2, lui aussi, de Tour de France. Il y aura donc une différence à l'arrivée à Nice dimanche prochain. Plus de 3 minutes, c'est beaucoup, mais encore, je vous le disais, il y a 3 étapes très compliquées, notamment 2 énormes montagnes sur Isola 2000 et la Couillole, une petite défaillance du coureur slovène et Vingegaard, qui est la froideur même, la froideur incarnée, le calculateur, peut très bien venir grappiller. Seul souci pour Vingegaard cette année, il n'a pas la meilleure équipe à sa côté. Et pour l'instant, le roi soleil domine. Il s'appelle Tadej Pogačar, 3,09 d'avance, vous l'avez dit, sur Vingegaard, et 5,19 sur l'avenir. Le meilleur jeune du Tour pour l'instant, Remco Evenepoel. Vous qui vivez le Tour, Christophe Pacaud, dans quel état d'esprit les coureurs cyclistes amorcent cette dernière semaine? Vous voulez parler de ceux qui sont tout derrière, qui regardent de loin le combat, le duel des 2 champions. C'est le souci, c'est qu'on est très fatigué depuis Florence. On a roulé très très vite. On n'a pas eu beaucoup d'abandon, sauf qu'il y a la Covid qui est arrivée. Et ça, c'est une interrogation. Il y a beaucoup de coureurs qui sont faibles. Et puis devant, il y a une telle moyenne que quand vous êtes sprinter, vous regardez ça de loin, de très loin, et que vous flirtez à la limite du hors délai. C'est une compétition difficile. C'est la plus belle course au monde de vélo. Tout le monde peut s'illustrer. Et tout le monde a roulé à bloc. Il n'y a plus d'échappées comme avant avec des baroudeurs. Il y a des sprints, bien sûr,
On a vu Guilherme s'imposer, le coureur érythréen par 3 fois déjà. Et puis on a vu encore, allez, on a revu bien sûr celui qu'on adore tous, c'est Jasper Philipsen, avec celui qui fait toujours le grand show sur le sprint. Mais pour les baroudeurs, c'est compliqué. Donc les coureurs sont fatigués, usés mentalement par cette domination, archi-domination de 2 coureurs qui sont au-dessus du lot, qui sont bien sûr Pogačar et Vingegaard. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a une étape que nous attendons tous. C'est ce contre-la-montre inédit, contre-la-montre finale qui partira de Monaco dimanche. Oui, alors sera-t-il décisif? C'est la question. Il y a quelques années, il y avait un écart, le plus petit écart de 8 secondes entre Lemon et Fignon, mais ça c'est notre époque en 1989. On arrivait sur les Champs-Élysées avec un contre-la-montre, depuis c'est terminé. On a remis au goût du jour cette arrivée bien particulière. Le problème c'est que ça monte. De Monaco, ça va monter très très vite. Vous connaissez le chemin, Émilie, par le Mont des Mules. On arrive au col d'Aise, on va basculer. Y aura-t-il une différence à faire ce jour-là? Y aura-t-il 30 secondes avant le départ ou 3 minutes encore? Là, il y a la question. Sur le contre-la-montre lui-même, il y a un vrai champion. Il est champion du monde. C'est Remco Evenepoel. Je vous en parlais tout à l'heure, le meilleur jeune. C'est un terrain de prédilection. Mais ce qu'on souhaite tous, bien sûr, Émilie, c'est que dimanche, sur Monaco Info, on vive le duel entre Pogačar et Vingegaard. Ça veut dire, et ça voudra dire, que le Tour n'est pas encore terminé cette semaine. Et oui, on vous retrouve dimanche sur Monaco Info, Christophe Pacaud, pour une édition spéciale consacrée au Tour de France et ce contre-la-montre que nous attendons tous. Merci. Merci à vous. On reste dans le sport avec du basket et Donatas Motiejunas qui a prolongé avec le club de la Principauté. Le pivot lituanien s'est engagé pour 2 saisons supplémentaires, lui qui porte le maillot de la Roca Team depuis 3 ans déjà. Au centre du projet monégasque, Dimo sera une nouvelle fois un joueur cadre de cet effectif avec l'objectif de gagner l'Euroleague. Et justement, le calendrier de la saison 2024-2025 d'Euroleague a été dévoilé aujourd'hui. Les monégasques débuteront leur aventure européenne le 3 octobre prochain avec la réception de Milan, puis un second match consécutif à la maison face au Maccabi Tel Aviv. L'intégralité du calendrier est à retrouver sur le site officiel de l'AS Monaco Basket. Un mot également d'endurance équestre et la belle entame de saison du team EFG Monaco. Laura Gramaglia a réalisé 3 podiums depuis le début de l'année. La monégasque prépare actuellement le meeting de Juliange qui se déroulera début août en Haute-Loire. La jeune Daria Bourlakova, elle ne cesse de progresser et prépare avec sérieux ses prochaines échéances. Prenons le large à présent avec cette idée d'activité estivale pour vos enfants. La Méditerranée peut être un véritable terrain de jeu passionnant. L'Académie de la mer, imaginée par le champion d'apnée Pierre Frolat, propose des stages d'1 semaine pour les 8 à 16 ans. Au programme plongée, randonnée palmée ou encore sauvetage aquatique, immersion lors d'une journée à bord dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Julien Logier. Chaque matin, ces jeunes pirates prennent le large vers de nouvelles aventures. Randonnée palmée, plongée avec bouteille, atelier matelot, sauvetage, des activités en pleine mer sous forme de croisière. Ce signe-là veut dire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi je pince le nez et je souffle dans mon nez? Pour équilibrer mes oreilles. Ça marche, mais vous savez qu'on a ces 2 petits exercices en fin de plongée. Vidage de masque, j'apprends le vélo du masque. Et être capable d'enlever mon détendeur et de le remettre. Un lâcher-reprise d'embout. On est bon, Constantin. C'est bon, ma puce, Daria. Daria, t'es la première à plonger. J'aime bien aller plus au fond de l'eau. On apprend ce qu'il y a sur la bouteille. Et après, on met nos palmes, notre masque et après, on saute dans l'eau. J'adore aller sous l'eau avec les bouteilles. On voit des poulpes, des poissons. On voit des plantes extraordinaires, des barracudas. On a appris à utiliser les bouteilles et les gestes comme ça veut dire ok, ça veut dire ça va pas. Nous sommes des humains qui habitons sur Terre, mais on peut aussi découvrir d'autres milieux naturels, par exemple comme l'eau, l'océan, la Méditerranée. Et on peut découvrir l'habitat naturel des poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a le séran. Bébé Castagnol, Sop, Bébé Dorade Royale, Crénible Lavrepans, Là-bas, vous avez quoi? Mérou. Derrière cet aspect ludique, les enfants sont sensibilisés à la protection de l'environnement. Ils prêtent tous un petit serment, donc c'est vrai qu'ils deviennent des pirates. Donc ils font allégeance à Dame Nature pour protéger l'environnement, trier les déchets, économiser l'eau douce. On fait partie d'une équipe. C'est un peu les mousquetaires en fait, ici, un pour tous et tous pour un, ça c'est très très important.
Et je pense aussi ce qu'il faut rappeler à ces enfants, c'est que quoi qu'ils fassent, ils doivent être fiers d'eux, quelle que soit la réussite, qu'on réussisse son diplôme de plongée, qu'on réussisse à nager vite, qu'on réussisse à descendre au fond de la mer. Ce qui est vraiment important, c'est de leur donner goût à avoir cette fierté en eux-mêmes, cette autosuffisance qui est très très importante parce qu'elle leur permettra de devenir des adultes accomplis plus tard. Et justement, pour les plus âgés, ce stage permet de passer une certification de plongée. Alors, si vous avez l'envie d'explorer les fonds marins, rendez-vous à la plage du Larvoto pour lever l'ancre vers les abysses. Et la protection de l'environnement est un enjeu qui nous concerne tous. Les établissements hôteliers de la Principauté s'engagent également dans cette démarche citoyenne. Depuis plusieurs années, l'hôtel Columbus Monte-Carlo est un modèle de tourisme éco-responsable. Exemple ce soir avec les uniformes du personnel confectionnés à partir de plastique recyclé. Le reportage d'Émilie Flamin et Camille Caloni. Tout a commencé par cette robe que portent les gouvernantes depuis l'année dernière. Un tissu fabriqué à partir de filets de pêche qui mise sur l'écologie, mais aussi le confort. On est très à l'aise dedans. Quand on fait des mouvements pour les gouvernantes, quand on se baisse pour tirer des lits ou quoi que ce soit, c'est très confortable. Et même les manches longues, pour l'été, c'est pas du tout chaud. Il y a 2 ans, la collaboration commence entre la marque azuréenne Noliju et l'hôtel. Pour nous, c'était quelque chose de logique dans les démarches qu'on a actuellement en place dans l'hôtel. Il y a beaucoup d'éléments qu'on fait que beaucoup d'hôtels font aujourd'hui, donc l'aspect distributeur dans les salles de bain, l'alimentation, le tri. Mais en effet, tout établissement hôtelier a une utilisation d'uniformes assez importante. La durée de vie d'à peu près 18 mois à 2 ans par rapport à l'usage des uns et des autres. Une nouveauté pour les voituriers, les bagagistes et les réceptionnistes de l'hôtel qui viennent tout juste de tester leur nouvelle tenue. C'est agréable à porter, la jupe elle n'est pas trop courte et puis vu qu'il y a le short, je trouve que ça fait tout. Voilà. J'aime bien la chemise aussi, elle est légère. Enfin moi je sais que j'avais chaud dans l'autre chemise et là non je préfère. D'ici la fin de l'année, les 120 employés de l'hôtel porteront ces uniformes écologiques. C'est une tradition, chaque année, les petits chanteurs de Monaco entament une tournée estivale à l'étranger. Depuis début juillet, le chœur est au Canada pour plusieurs représentations dans des lieux prestigieux. Théo Schumer a pu interroger le directeur des petits chanteurs de Monaco, Pierre Debat, à l'occasion d'un duplex réalisé depuis Montréal. Bonsoir Pierre Debat. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Les petits chanteurs de Monaco existent sous cette dénomination depuis 1974. Cela fait déjà 50 ans que le chœur fait rayonner Monaco à travers le monde. Avec tant d'événements au compteur, qu'est-ce qui fait aujourd'hui encore le succès et la longévité de la chorale? Écoutez, je crois que c'est sa manière d'être. Tout simplement, on pourrait dire presque que depuis 50 ans, rien n'a changé dans le fonctionnement des petits chanteurs et c'est cette longévité, ce mode de fonctionnement immuable qui fidélise et qui est institutionnel en fait. Et je me retrouve là en tournée de concert au Canada comme j'étais avec eux il y a 17 ans, 25 ans ou 30 ans. J'ai l'impression de revivre progressivement le même type d'aventure. Alors vous avez visité déjà plus de 40 pays, vous êtes cette fois au Canada, à Montréal, si c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Absolument. Quel est votre programme ? Alors, nous sommes à peu près en milieu de tournée, puisque nous avons commencé il y a une dizaine de jours à Niagara par un concert dans le cadre du Festival de musique de Niagara. Ensuite, nous avons été à Toronto avec un gros concert à l'Université Saint-Michael, qui est très prestigieuse ici à Toronto. Là, nous sommes exactement au moment où je vous parle. C'est le matin pour nous, nous sommes à Mont-Tremblant, entre Toronto et Montréal. Et puis après, nous poursuivrons avec Québec, la Malbaie et jusqu'à Saguenay dans le nord. Tout un programme. Alors donc, vous accompagnez 25 petits chanteurs, donc de 9 à 16 ans dans ce beau périple. Quels sont leurs profils? Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres et qu'est-ce qui les rassemble finalement? On pourrait dire, selon la formule chère à Platon, l'unité dans la diversité. Chacun d'eux a sa personnalité, ils sont tous très différents et en même temps, il y a une très belle cohésion entre eux. L'amour de la musique, l'amour de l'amitié, des moments vécus, de partage, qu'ils aient 9 ans, 10 ans ou 16 ans,
il y a une parfaite cohésion entre eux, qu'ils soient dans leur vie de découverte. Ils ont visité beaucoup de musées, les chutes du Niagara, enfin voilà, je leur fais faire toujours, c'est très important qu'ils découvrent vraiment les pays. Et en même temps, dès qu'ils sont sur scène, on sent cette cohésion totale entre eux. Le prince Régnier III disait d'ailleurs que les jeunes choristes étaient ces jeunes ambassadeurs chantants, car leur talent permettait aussi de faire rayonner la culture monégasque à travers le monde. Est-ce que vous diriez que la mission est réussie aujourd'hui, globalement ? Ah, je pense, c'est vrai que le prince Régnier honorait, et j'ai beaucoup de témoignages, de lettres de sa part, où il terminait souvent par une petite formule manuscrite en parlant de ses petits ambassadeurs chantants. C'était très joli d'ailleurs. Et le prince Albert II donne aux petits chanteurs qui sont sous son haut patronage le même soutien et le même intérêt à leur action. Ils sont très, très, très attachés. Ils ont l'honneur de porter sur leur tenue de concert les armoiries de la famille Grimaldi. Et ils sont très, très, très attachés à leur famille souveraine. Et oui, c'est une jolie mission qui leur est octroyée et qui donne de Monaco un visage parfois un peu insolite, un peu différent, que nous servons avec passion. Pierre Debat, vous dirigez la chorale et accompagnez les petits chanteurs au piano. Qu'est-ce que vous interprétez ? Alors, ils ont un programme essentiellement de musique religieuse qui va de Fauré, Gounod, Mendelssohn, notamment pour les grands compositeurs, Bach, bien sûr, et aussi quelques chansons françaises. Et en cette année du 50e anniversaire des Petits Chanteurs de Monaco, nous continuons à donner, comme nous l'avons fait l'an dernier pour les concerts aux États-Unis du centenaire de la naissance du prince Régnier, nous continuons à donner comme un petit message pour lui, le campanile de Saint-Nicolas, ce chant traditionnel de Monaco auquel le prince était très attaché. Et comment se tient, si j'ose dire, une chorale de cette ampleur entre les répétitions, les trajets, l'organisation des concerts, les décalages horaires? J'imagine que ça ne doit pas être une mince affaire. Non, ça c'est sûr. Il faut les préparer, il faut toujours attendre 2-3 jours avant le premier concert qui soit bien stabilisé, parce qu'un concert est un effort physique important. Alors là, à Niagara, bon, ils ont profité des chutes, de tout ce qu'il y a à voir là-bas. Mais là, on a attaqué un petit peu plus tôt. Au bout du 2e jour, ils ont donné leur premier concert qui s'est très très bien passé. D'ailleurs, j'ai la chance cette année d'avoir une troupe de très bon niveau artistique avec une très belle stabilité. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail d'organisation. Ce sont des tournées de concerts de 3 semaines. Il y a beaucoup de logistique derrière. Et voilà, avec le soutien de l'ambassade de Monaco aux États-Unis et au Canada et nos consulats généraux de Monaco à Toronto et à Montréal, tout ça se met en place et s'emboîte parfaitement bien. Et alors après cette tournée, qu'est-ce qui attend les Petits Chanteurs de Monaco ? Un bon mois d'août de pause et je les retrouverai à la rentrée de septembre où ils travailleront tout de suite pour préparer la fête nationale le 19 novembre et puis ils devront partir en Tunisie où ils sont à nouveau engagés pour 2 concerts à Tunis et à Hammamet où nous étions au mois de mai. Pierre Debat, maître de chapelle du Palais Princier de la cathédrale de Monaco et directeur des Petits Chanteurs de Monaco. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la tournée du chœur au Canada qui se poursuit donc jusqu'au 23 juillet. Merci à vous. Mille merci à vous. Merci, au revoir. Nous vous parlions en début de journal des célébrations du 14 juillet. La fête était également au rendez-vous pour célébrer cette date du côté du marché de la Condamine. 900 personnes se sont retrouvées autour d'un concept qui séduit de plus en plus sur la région. Il s'agit de l'apéro des Frenchies. Sarah Inkari et Hugo Comaza étaient sur place, regardez. La principauté était bleu, blanc, rouge hier. À l'occasion de la fête nationale française, la mairie de Monaco a invité l'apéro des Frenchies, un concept itinérant dont le succès accroît au fil des éditions. C'est une réunion de gens conviviales. On vient pour faire la fête, on vient pour s'amuser sans pression. On a une très belle clientèle ce soir avec beaucoup de monégasques, de résidents et aussi de gens des alentours, Beau Soleil, Menton, Cap d'Aille, etc. On vient, on prend un petit apéro, on déguste quelques barbadjans, on boit un petit verre de vin et ensuite on fait la fête. Au programme de cette fête, de la danse bien sûr, un blind test sur des chansons françaises et des parties de pétanque. Il n'en fallait pas plus pour convaincre les bons vivants de tous âges à faire le déplacement. C'est ma première soirée Frenchie, mais c'est génial. Je conseille à tout le monde, venez, on s'éclate. J'avais déjà participé à Nice et j'avais adoré. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas tenter à Monaco et je suis pas déçu. J'aime beaucoup parce que c'est toutes les musiques qu'on connaît tous.
Donc là, on est avec une bande d'amis. D'ailleurs, ils sont en train de faire la queue derrière. Et on connaît toutes les musiques et donc c'est hyper agréable, hyper sympa, c'est bonne ambiance. La bouffe est super, donc c'est super, on passe tous un très bon moment. Si l'apéro des Frenchies est déjà passé par plusieurs communes de la Côte d'Azur comme Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat ou encore Cannes, ce n'est pas la première fois qu'il est organisé en Principauté, ni même la dernière. On a fait une très belle saison au Méridien, Beach Plaza à Monaco, l'hôtel, au Larvoto. D'ailleurs, on les remercie et on peut vous annoncer qu'on sera de retour le 26 septembre au Méridien Beach Plaza à Monaco pour l'hiver. On reprend nos quartiers d'hiver. Et on a d'autres projets sur Monaco qui vont arriver, mais on vous en dira plus peut-être si vous êtes sage. Sans attendre septembre, sachez que le prochain apéro sera organisé à Nice le 2 août prochain. Pour certains, il n'y a pas de doute, le rendez-vous est déjà pris. Voilà pour cette ambiance guinguette à l'occasion du 14 juillet, suite de notre série de reportages à présent consacrée aux tables tendances de l'été. Direction ce soir l'Hôtel de Paris pour découvrir le restaurant M. Cherif et la carte élaborée par sa chef exécutif Yasmina Hayek. Le reportage d'Alexandra Pani sur des images de Lionel Bernardi et Olivier Bonello. Déguster une cuisine généreuse, authentique et raffinée, fidèle à la culture libanaise, c'est ce que propose M. Cherif depuis 3 saisons maintenant au sein de l'Hôtel de Paris. À l'origine de ce concept en 2011, la chef Mireille Hayek. Mais à Monaco, c'est sa fille aux commandes. Elle est responsable du développement du restaurant à l'international. Je suis très heureuse de continuer en fait cette vocation que ma mère a déjà commencé et d'exporter ma culture à travers le monde de manière authentique et raffinée. Mis à part la terrasse qui est vraiment magnifique avec une vue très surprenante sur le port et sur le beau bâtiment de l'Hôtel de Paris, il y a sûrement un service qui vient avec ou toute une expérience qui est très familiale, généreuse et chaleureuse qu'on propose aussi. Donc M. Cherif, c'est une expérience aussi qui traverse le monde, avec des valeurs qui traversent le monde aussi. L'un des succès du restaurant M. Cherif réside bien entendu dans ses plats fétiches, frais et gourmands. Cette année, on a fait quelques nouveaux plats, par exemple. Pour commencer, on a un plat à base de fromage, en fait, de pâte et de fromage, qui est très gourmand, qui s'appelle la bejet djebné. Donc voilà, c'est un mélange de fromage libanais avec olives et menthe. C'est bien pour commencer le repas. Et puis après, un plat qui était classique, qu'on avait conçu depuis 3 ans déjà pour Monaco et puis qui a évolué avec les saisons. Et la friquée, donc c'est des graines de blé fumé avec des légumes de saison en ce moment. Donc on a des petits pois, des fèves, artichauts, des petites girolles qu'on sert avec une belle sel d'agneau. Donc voilà, et un petit jus à la menthe. M. Cherif, c'est plus d'une vingtaine de restaurants à travers le monde, mais l'adresse monégasque a un atout indéniable, sa vue remarquable sur la Principauté et la Méditerranée. Et puisque l'on parle gastronomie, sachez que 2 chefs sont à l'honneur cette semaine dans Monaco Info, le podcast. Les chefs multi-étoilés Yannick Aleno et Sébastien Sanjou, qui partagent leur amour pour les bonnes saveurs et l'authentique dans leurs assiettes, se sont confiés au micro de Geneviève Berthy. Leurs confessions sont à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Alban Gingembre, quelle est la tendance pour la journée de mardi, Alban ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le beau temps se poursuit demain et toute la semaine en Principauté. Grand soleil et grand ciel bleu sont attendus toute la journée. Les températures iront de 23 degrés au matin à 28 degrés au plus fort l'après-midi. Pensez à vous protéger, c'est important. Et en ce mardi 16 juillet, une pensée au Carmel. Merci Alban, et on espère que le beau temps se confirmera dimanche pour la dernière étape du Tour de France, dont le départ se fera à Monaco. La Principauté qui s'habille d'ailleurs aux couleurs de la grande boucle, comme a pu le constater notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.